Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord après Marlène Schiappa le mois dernier. C'est cette fois-ci un papa que j'ai le plaisir de recevoir. C'est l'un des visages les plus populaires de M6. Son émission Enquête exclusive cartonne en audience tous les dimanches en deuxième partie de soirée. Journaliste, reporter, producteur télé. Il vient également de lancer une plateforme digitale 100% vidéo baptisée Néo qui là aussi rencontre un très grand succès. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Bernard de la Villardière. Bonjour Bernard. Bonjour, on peut parler de la plateforme, c'est Néo. Ouais. Ça met de nouveaux médias sur les réseaux sociaux et on vient de dépasser les 100 millions de vues. Alors, en 30 secondes, la promo, ça fait partie du jeu. Comment la décririez-vous, cette plateforme ? Une plateforme qui mise sur l'information de proximité, sur les valeurs humaines, sur l'engagement, sur l'esprit d'entreprise, sur la bienveillance. Et il se trouve que ces valeurs que nous avions envisagé de mettre en avant à travers cette plateforme, ce nouveau média il y a quelques temps, ont été confirmées par le Covid avec la nécessité pour les gens d'avoir un ancrage régional, de revenir à des valeurs essentielles, naturelles, familiales, entre autres. Puisqu'on va parler de famille, c'est aussi un média qui met en valeur les liens de famille. Transition toute trouvée. Merci d'avoir accepté de parler de famille, Bernard, dans ce podcast où les personnalités nous racontent leur quotidien de parents. Et vous verrez dans l'histoire de notre invité que parfois vie familiale et vie professionnelle s'entremêlent. Alors, vous avez 4 enfants, Bernard de la Villardière. Première question toute simple, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous les décrire ? Quel âge ont-ils ? Et comment s'appelle-t-il ? Alors, l'aînée, c'est Caroline. Elle a 34 ans. Elle est née à Tanger. Je travaillais à l'époque dans une radio franco-marocaine à Tanger. Elle est donc née à Tanger. Le deuxième, et puis après, j'ai 3 garçons. Marc, qui a 32 ans, qui vient d'avoir un enfant. Ma fille Caroline a 3 enfants. En fait, ça me fait 4 petites filles, parce que ce sont toutes des filles. Et puis, il y a Rémi, 29 ans aujourd'hui. Qui vient qui a travaillé chez Google, qui a travaillé chez Amazon, qui est dans les nouvelles technologies, qui est spécialiste dans la marketplace. Et puis ensuite, Nicolas, qui vient d'intégrer aussi, lui, une start-up et qui a 27 ans. Donc, Nicolas et Rémi, vous nous avez dit ce qu'ils font. En revanche, Caroline et Marc, vous ne l'avez pas dit, mais ils travaillent avec vous dans votre société. Ils travaillent avec moi à ligne de front, absolument. Exactement. Ouais. Donc, la première est responsable, vous me dites, si je ne me trompe pas, du pôle corporate et le second est journaliste. Pôle corporate et depuis quelque temps aussi un pôle fiction. En toute franchise, Bernard de la Villardière, est-ce que travailler avec ses enfants est quelque chose de difficile ? Non, la preuve, c'est que vous venez d'assister d'ailleurs, vous avez croisé ma fille à l'instant. Absolument, dans votre bureau, c'est ici qu'a lieu l'interview. Et il se trouve qu'elle revient de congé maternité et que j'ai décidé de travailler avec elle et de faire en sorte qu'elle travaille en face de moi dans mon bureau. Parce qu'on a une petite crise du logement dans la mesure où Néo s'est installé ici à ligne de front. Donc il a fallu gagner de la place. Et j'ai choisi de partager mon bureau avec ma fille. Je vous cache pas qu'elle est un peu surprise. Et même un peu inquiète à l'idée de travailler en face de son père. Mais moi, c'est un exercice qui m'amuse beaucoup. Alors justement, question, dans votre rapport professionnel, est-ce qu'il vous arrive parfois de les engueuler de la même manière qu'un patron engueulerait ses employés, ou bien au contraire, peut-être inconsciemment, vous avez tendance à les protéger, à les ménager finalement en tant que papa ? Alors, si on parlait d'inconscience ou de choses inconscientes, oui, je pense que j'ai plutôt tendance à les protéger et j'aurais moins tendance à les engueuler que je ne peux le faire à l'égard d'un salarié habituel. Parce que justement, quand on est papa, d'abord parce qu'ils se mettent la pression tout seul. Et ensuite, parce que j'ai trop vu autour de moi des pères abusifs dans leur relation d'autorité patronale. Et donc, je veux pas reproduire le même schéma. Et voilà, et que j'ai pas besoin d'élever la voix pour faire passer les messages, en fait. Voilà, après, parfois, oui, je suis un peu frustré. Parce que mon fils, par exemple, qui est reporter, j'aimerais qu'il fasse de l'antenne, j'aimerais que... mais lui, il veut pas. Marc, mais qui ne veut pas faire d'antenne. Marc, il veut pas. Et en fait, ouais. Et on va en parler dans les relations parents-enfants, mais c'est vrai qu'on a parfois tendance à projeter chez ses enfants ses propres aspirations quand on avait le même âge. Et donc, évidemment, je peux pas empêcher mon fils Marc de me dire, il faudrait qu'il fasse de l'antenne, lui aussi. Puis en plus, il est beau gosse. Je dis ça d'autant plus facilement qu'il ne me ressemble pas du tout. Il est beaucoup plus grand et beaucoup plus beau. C'est ce que disent les femmes en général. Mais il a pas du tout envie, en fait. Il est ravi d'être sur le terrain. Il est,
il a pas le tempérament peut-être de comédien que je peux avoir, parce que pour être présentateur télé, il faut aussi faut être un peu battleur, quoi. Quand on travaille en famille, on sait que c'est pas facile dans les entreprises familiales de cloisonner les sphères. Est-ce que vous réussissez quand vous êtes dans le privé, un repas de famille par exemple, à ne pas parler de boulot, ou finalement c'est quand même toujours sur la table, c'est le cas de le dire? Non, je crois que j'arrive à ne pas parler boulot, ou ça vient naturellement dans la conversation. Mais encore une fois, voilà, je suis entrepreneur beaucoup plus que chef d'entreprise et patron. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes salariés, à commencer évidemment par mes enfants, soient heureux dans le cadre de leur travail. Donc je leur mets pas une pression excessive. La succession dans l'entreprise, vous y pensez, vous en parlez avec vos 2 enfants? Bien sûr que j'en parle, puisque j'ai 63 ans, donc voilà, bien sûr que j'en parle. J'aurais transféré une partie du capital tout en gardant la majorité, parce que cette entreprise, c'est aussi mon capital, dans la mesure où j'ai mis beaucoup d'argent et d'énergie. Mais oui, bien sûr, mais j'aimerais même pouvoir lever le pied un peu plus, mais il se trouve que effectivement mon statut de présentateur, mes liens avec M6, le fait que je présente une émission qui s'appelle Enquête exclusive, qui continue de bien tourner, fait que c'est une assurance pour Ligne de Front, et ça nous permet aussi d'investir dans du développement, la fiction, comme je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, et tout ça, c'est mon activité de journaliste et présentateur à M6 qui permet aussi de le financer et d'assurer une continuité. Vos 4 enfants, ils ont tous fait d'excellentes études, notamment des grandes écoles de commerce. Est-ce que ça, c'était quelque chose d'important, de primordial même pour vous? Est-ce que vous l'auriez mal vécu, je retourne ma question, si ça n'avait pas été le cas? Non, pas Vraiment, du tout. En toute sincérité? En toute sincérité, oui, en toute sincérité. Oui, là aussi, ils ont fini par se mettre la pression tout seuls. Moi, mon objectif en tant que papa, en tout cas, c'était que mes enfants soient bien dans leur peau. Il y a quelques films devant lesquels je les ai mis, et notamment un film avec Jeffrey Rush que j'ai revu récemment, qui s'appelle Shine, et qui est l'histoire de ce papa qui met la pression à son fils parce que voilà. Il va devenir un musicien extrêmement célèbre, et le père est à la fois frustré et essaye de couper les ailes de son fils. Et je les ai tous mis devant ce film il y a déjà une vingtaine d'années. Pas être trop castrateur. Voyez, si votre père vous est trop castrateur, surtout révoltez-vous. Donc un papa protecteur, compréhensif. Comment vous décririez-vous? C'est pas facile de s'auto-analyser, mais si vous deviez vous qualifier justement dans votre relation avec vos enfants. Plutôt, il me semble papa poule, même si de fait j'aurais mis la pression de manière plus ou moins volontaire, parce que je fais un métier que j'aime, dans lequel finalement j'ai fait une petite carrière pas trop mauvaise. Alors un papa quand même avec du caractère, vous l'avez déjà raconté, il vous est arrivé quand vos enfants étaient plus jeunes de vous mettre parfois dans des grosses colères. Est-ce qu'il y a des colères aujourd'hui que vous regrettez? Non. Je vous vois sourire. Non, c'est vrai qu'il y a un moment où dans la vie... c'est un peu la frustration qu'on peut avoir et que doivent connaître tous les pères. Vous savez, vous avez 2 objectifs, la vie familiale, la vie de papa, votre rôle de papa, et puis la nécessité aussi d'avoir une vie professionnelle plutôt réussie. Et donc, quand vous avez entre 35 et 50 ans, il y a une grosse pression quand même malgré tout, à la fois de la société, de votre entourage. Un rythme de vie soutenu. Un rythme de travail soutenu qui fait que vous n'êtes pas toujours à la maison. Enquête exclusive aussi m'a souvent éloigné de la maison. C'est moins le cas depuis le Covid. Mais je fais 130 jours de tournage par an. Donc voilà, la moitié du temps, je suis dans les hôtels. Donc j'ai été souvent absent. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais à la maison, j'essayais d'être présent, mais vous revenez à la maison, vous avez aussi le stress du boulot, vous êtes encore dans l'énergie. Comment vos enfants ils les vivaient justement, ces absences et des déplacements dans des zones parfois dangereuses, il faut le dire? Ça, il faut leur demander, mais ils ont eu en tout cas la délicatesse de pas me mettre la pression et de pas me faire sentir qu'ils étaient inquiets ou angoissés. Mais c'est aussi beaucoup dû au comportement de leur mère qui acceptait et qui ne faisait pas
faisait pas partager ses angoisses à ce niveau-là. Vous aviez, vous l'avez dit, un père, un papa orageux, autoritaire, ce sont vos mots, à cheval sur la réussite scolaire, avec peu d'activités partagées avec lui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a pesé, que vous avez regretté, que vous n'avez pas souhaité reproduire avec vos enfants ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai essayé de compenser, et c'est une frustration que j'ai eue avec mon père. Et que je n'ai pas eu avec mes enfants, puisqu'on il se trouve qu'avec 2 d'entre eux, on joue au polo tous les week-ends, y compris ce week-end d'ailleurs. Alors ça, c'est quelque chose qui fédère dans votre clan, le polo, ce sport ? Oui, je crois, oui. Oui, je crois que ça fédère, oui. Oui. En tout cas, mes 3 garçons, et notamment les 2 derniers, ceux justement avec lesquels je ne travaille pas, je compense en jouant au polo avec eux. Le côté collectif, sport collectif ? Oui, le sport collectif, le fait qu'il y a l'équitation, le jeu de ballon, le jeu d'équipe. Un chef d'équipe. Il y a un peu de danger. Il y a aussi, oui, évidemment, un chef d'équipe. Voilà, mais enfin, c'est plus moi le chef d'équipe sur le terrain depuis longtemps, parce que mes 2 garçons m'ont dépassé. Ils sont bien meilleurs que moi. On parlait de la maman de vos 4 enfants, Anne, une maman qui compensait, vous dites, vos absences. Une femme que vous avez rencontrée dans quelles circonstances, si on revient quelques années en arrière, et j'aimerais savoir également si votre métier de reporter a pu à un moment donné lui faire peur. Je crois pas. Je crois pas que ça lui ait fait peur. Non, je crois pas. Elle était d'ailleurs, elle avait une confiance absolue en moi. Non, j'ai rencontré, je devais avoir 17-18 ans dans une fête à la campagne chez des amis. Et j'ai regardé un peu de loin en me disant, oh là là, cette fille, elle est trop jolie pour moi. Inaccessible. Inaccessible, ouais. C'est marrant. Et puis il se trouve que quelques temps plus tard, j'ai croisé, qu'on a fait même partie la même bande de copains. Et puis voilà, un jour, à la faveur d'une fête, voilà, un slow un peu plus engagé que les précédents ont fait que voilà. Et j'avais 22 ans, je crois. Donc pas encore journaliste de terrain. J'étais pas du tout journaliste. J'étais en échec pas scolaire mais universitaire, puisque j'avais fait une école de commerce dont je m'étais fait virer au bout de 2 ans, et je m'étais inscrit en fac de droit pour justement faire du journalisme. Parce qu'au départ, mes parents ne voulaient pas du tout me financer une école de journalisme, ils ne croyaient pas du tout en ce métier. Même si votre maman, vous l'avez expliqué dans votre livre paru en 2016, aurait aimé peut-être exercer elle-même ce métier de journaliste. Oui, mon grand-père aussi, mon grand-père maternel aussi. Ouais. Mais une peur de ce métier, de sa réalité économique. Oui, c'est ça. Voilà, il se disait c'est un métier compliqué. Voilà, donc il voulait... c'est l'époque, vous savez, où on imaginait que ses enfants puissent faire carrière dans une grande entreprise, ce qui était le cas de mon père, qui avait fait 20-25 ans de vie professionnelle dans une même entreprise, grosse multinationale. Et donc, comme j'étais pas très doué à l'école, voilà, il se disait, il faut au moins qu'il ait l'assurance d'une boîte dans laquelle il va rentrer, il va faire son parcours tranquillement, monter peu à peu les échelons. Hiérarchique. Votre maman l'évoquait, votre maman Marie-France, dont vous êtes très proche. Oui, tout à fait. Ouais. Toujours votre première téléspectatrice ? Oui, je dis souvent que c'est mon premier critique aussi, puisque après la diffusion d'Enquête, vers minuit et quart, minuit 20, en fin d'émission, elle m'appelle pour me faire ses commentaires, et elle exige aussi que je l'appelle le lendemain pour lui donner les scores. Les audiences. 9h15, 9h30. Et je le fais pas toujours, donc elle m'appelle pour me laisser un message dans la journée, pour m'engueuler, et pour me dire que c'est pas bien, de pas avoir appelé sa maman. Critique comme téléspectatrice ou bienveillante forcément comme une maman aimante? Toujours très bienveillante. Il y a une seule chose, c'est une blague récurrente avec les gens qui me filment, c'est que souvent elle trouve que j'ai été mal filmé et elle trouve qu'elle m'a fabriqué plus beau que je ne parais à l'écran. Mais ça, c'est une réflexion de maman. On ne peut pas lui en vouloir. La famille, on sent que c'est quelque chose de très important chez vous. Dans votre tribu, vous avez vous-même 3 frères. Quelle relation entretenez-vous avec eux? Bonne relation, très bonne relation. Très bonne relation. Je suis le fils aîné et ma mère, je crois, plus ou moins consciemment, nous a donné cet esprit tribu.
Et j'en souriais encore il y a quelque temps avec mes frères d'ailleurs. C'est qu'elle nous avait tous donné à lire quand on avait 13, 14, 15 ans. C'était déjà en livre de poche à l'époque, la saga des Rothschild. Elle nous disait, vous voyez, cette famille, elle était très unie et elle a créé un empire. Faites de même. C'est pas parce qu'elle voulait qu'on crée un empire, mais c'est qu'elle tenait beaucoup à la solidarité familiale et à nos liens fraternels. Et c'est vrai qu'il arrive encore qu'elle m'appelle en me disant tiens, j'ai vu ton frère l'autre jour au téléphone, j'ai l'impression que ça va pas, tu devrais l'appeler. Et elle fait ça à tour de rôle avec l'un et l'autre dès qu'elle sent qu'il y en a un qui dévisse ou qu'il y a une baisse de morale. Elle qui fédère toujours et encore la famille. Oui, je pense, ouais. Oui, et puis les belles-sœurs aussi. Enfin, on a tous épousé des filles qui sont aussi attachées à ce microclimat familial. Et donc, ils font en sorte que, parce qu'on a des agendas chargés les uns les autres, et c'est les belles filles, enfin... nos femmes qui font en sorte qu'on se voit régulièrement. La famille, c'est évidemment très important dans les moments plus difficiles. Il y a 3 ans, vous avez eu un mélanome détecté heureusement à temps, mais qui vous a valu, vous l'aviez expliqué aux Parisiens, quelques semaines, peut-être mois d'angoisse. J'imagine que là, à ce moment-là, la famille, c'est très important. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pas seulement. Il y a plein de choses. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on vit tout seul. Voilà. Après, évidemment, votre entourage est. On partage ses angoisses avec sa maman. Pardon de poser la question, mais où est-ce qu'on préserve ses plus proches ? On préserve, en fait. On préserve aussi. Il y a des choses qu'on garde pour soi, oui, bien évidemment. Pour terminer sur cette histoire, je dis souvent qu'il est plus facile de mourir que de faire son deuil. Donc, le deuil, faire le deuil de quelqu'un, enfin, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile, je dis ça, je l'ai pas vécu. Peut-être qu'un jour je serai confronté à ça, mais c'est plus facile de partir que de voir partir. Une de mes grosses angoisses, c'est justement de perdre quelqu'un que j'aime, mais ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, mais c'était dans l'ordre des choses, c'était mon père il y a une dizaine d'années, etc. Mais vous l'aviez surmonté de quelle manière, le travail ? Pour ne pas penser à ça. Enfin, il avait 87 ans, il m'a aidé à accepter son départ parce que lui-même disait depuis quelque temps que bon voilà, il voulait mourir. Et on avait une relation très apaisée, nos relations parfois étaient un peu difficiles, orageuses. On avait fait la paix depuis un certain nombre d'années. Donc voilà. C'était pour vous, j'imagine, essentiel. Oui, bien sûr, oui, ça allait pour tout le monde. Je crois que c'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Il m'arrive souvent de croiser des garçons ou des filles, quel que soit leur âge d'ailleurs, souvent plus jeunes que moi, mais qui ont choisi de couper les liens avec leur père ou leur mère, etc. Et je me fais l'avocat de l'union familiale en disant toujours, tu sais, c'est ton père et ta mère. Bon, quoi qu'il en est, quoi qu'il t'en coûte, voilà, il faut que tu te rapproches de lui ou que tu fasses la paix ou que, enfin, il y a des choses évidemment qui se passent qui sont impardonnables, mais souvent on se brouille avec son père ou sa mère pour des raisons qui sont pas futiles, mais voilà, qui méritent parfois que l'on passe dessus et que l'on pardonne. Tout le monde vous connaît, Bernard de la Villardière. Est-ce que cette notoriété a pu, à un moment donné, être pesante pour vos enfants, être un fardeau ? Et je pense notamment à l'école, peut-être avec les autres enfants, ou bien pas du tout. Pour mes enfants, franchement, on n'en a pas beaucoup parlé ensemble. Mais je crois qu'ils l'ont plutôt bien vécu finalement, sauf à des moments sans doute où j'ai été un peu chahuté, où j'ai été voilà, où Enquête exclusive était critiquée de manière très injuste, etc. Donc évidemment ils le subissaient aussi, mais je dois dire qu'ils m'ont toujours épargné de ce genre de choses. Donc voilà, oui, il y a un âge évidemment quand on a je l'imagine, 11, 12, 13, 14 ans dans la cour de récréation, ça doit pas être toujours facile de subir les moqueries de ses petits camarades, parce que c'est un âge où on est souvent joueur, un peu provocateur, impertinent. Donc ça n'a pas dû être simple. Et puis après, comme Enquête exclusive est très populaire chez les jeunes, je pense qu'au contraire, après, quand ils ont eu 18, 20, 25 ans, c'était peut-être plus facile à vivre. Vos positions sur l'islam vous ont valu beaucoup de menaces.
C'est pas des positions sur l'islam, c'est des positions sur l'islam politique. Que je connais bien pour l'avoir vu à travers de multiples visages sur la planète. Et donc j'ai été bien placé depuis que je présente Enquête exclusive, plus encore qu'avant, pour voir à quel point cet islam politique progressait un peu partout dans le monde, et notamment dans mon pays. Comme je fais de l'information et du journalisme, j'ai parlé de ça comme je parle d'autres choses. Mais j'en ai pas fait un combat personnel. Je reviens quelques années en arrière. On est en 2016. Vous êtes placé 6 mois sous protection policière à la demande de Bernard Cazeneuve, avec en permanence 2 officiers de sécurité. Comment votre famille et vous-même vivez à ce moment-là cette épreuve forcément traumatisante? Oui, moi j'ai accepté cette protection parce que il fallait. C'est le ministre de l'Intérieur qui vous dit vous êtes en danger, on va vous protéger. Donc évidemment j'ai accepté, j'ai commencé par refuser, puis le ministre lui-même a insisté pour que je sois placé sous protection. Il avait quelques raisons valables de penser que j'ai été menacé parce qu'il s'agissait de menaces émanant de la Rossi Abala, qui a été tué par le RAID après avoir tué 2 policiers dans les Yvelines. Pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai accepté cette protection et j'ai voulu aussi me porter partie civile parce qu'il va y avoir un procès. Il y a eu une instruction, parce que même si la Rossi Abala, qui a tué ces 2 policiers, est mort, il avait des complices. Or, le juge d'instruction a rejeté ma demande de partie civile en disant que la menace était éteinte, dans la mesure où la Rossi Abala était mort. En fait, on s'est aperçu quelques temps après qu'il avait des complices qui ont été arrêtés et qui vont être bientôt traduits devant la justice, qui vont comparaître devant un tribunal. Et je pense bien à ce moment-là réintroduire une demande pour être partie civile. Parce que je ne veux pas laisser passer ça. Ces menaces... cette protection policière. Cette protection évidemment, cette protection policière, c'était évidemment pesant pour la vie personnelle, pour l'intimité familiale. En même temps, je garde aussi des pas mauvais souvenirs parce que j'ai rencontré beaucoup de policiers. J'étais sous protection temporaire, donc je n'avais pas toujours les mêmes policiers avec moi. Pour me surveiller, pour me garder. Et donc, c'était intéressant d'échanger avec eux. C'était toujours des rencontres très intéressantes et enrichissantes. Donc, vous êtes resté journaliste à tout point de vue, et même pendant cette période, dans la relation que vous aviez avec tout à eux. fait. Et j'aimerais, pour terminer, qu'on évoque vos origines. Vous vous qualifiez vous-même de bourgeois de province. Ce sont vos mots. Est-ce que ça vous agace quand on vous questionne sur ces origines, sur votre patronyme, sur votre particule? Est-ce que ça vous agace ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est un nom qu'on porte dans la famille depuis des siècles. Je ne suis pas noble. Pas de titre. Nous n'avons pas été anoblis par le roi. On s'est attribué il y a quelques siècles le nom du domaine que nous avions, qu'avaient mes ascendants. Donc c'est pour ça que je me définis plutôt comme bourgeois de province que comme comme aristocrate. Et voilà. La bourgeoisie, vous savez, il a été à la mode d'attaquer la bourgeoisie et de vilipender la bourgeoisie, son conservatisme, et on se rend compte qu'il y a certaines valeurs morales bourgeoises dont aujourd'hui on s'aperçoit qu'on regrette qu'elles aient disparu pour certaines d'entre elles. La bourgeoisie, c'est le travail, c'est aussi le goût de la conquête ou de l'exploration. Il y a eu quand même... puis, la Révolution française a été une révolution bourgeoise. Ça n'a pas été une révolution ouvrière, ça a été une révolution bourgeoise. Donc, l'expression bourgeoisie de province ne me choque pas, parce que certaines valeurs de la bourgeoisie de province sont des valeurs qui font la France d'aujourd'hui. Et qu'on aimerait bien, pour certaines d'entre elles, remettre au goût du jour. Votre histoire familiale, ça c'est quelque chose que vous aimez raconter à vos enfants? C'est un sujet de discussion ou c'est un non-sujet? Je ne le leur raconte pas assez. C'est un reproche que je me fais, et notamment de mes grands-parents qui ont été quand même, qui ont beaucoup compté pour moi. Et j'avais un grand-père, des grands-parents argentins, de souche française, mais mon arrière-grand-père est parti à la fin du 19e siècle en Argentine pour représenter une maison de vin de Bordeaux, la maison Calvet, et il a fait sa vie là-bas. Au moment de 14-18, il est revenu en France pour combattre.
Il a été atteint par les gaz dans les tranchées, il est rentré en Argentine, il est tombé malade, il est mort. Et mon grand-père a pris la suite, il faisait des études à Bordeaux, son père est mort, à l'âge de 20 ans et un peu plus de 20 ans, il est reparti là-bas, reprendre les affaires de son père. Et voilà, et il avait des usines, il a bien réussi sa vie. Il a eu 5 filles, dont ma mère, et un garçon. Et du côté de mon père, ma grand-mère paternelle donc était devenue bouddhiste dans les années 30 elle était très intéressée par l'Inde et donc j'ai été élevé dans cette diversité des cultures familiales avec une grand-mère très catholique qui était argentine et qui élevait d'ailleurs elle-même des vaches dans la pampa. Et une grand-mère bouddhiste qui passait la moitié de sa vie en Inde et voilà, et qui était plutôt anti-catho. Allez, pour conclure cette discussion, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Imaginons que vos enfants tombent sur ce podcast, écoutent la conversation qu'on vient d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser ? Leur dire que je suis... il y a un mot que j'aime pas beaucoup, c'est la fierté. Et en fait, parce que fierté, c'est toujours un peu... un peu abusif et un peu ridicule. Mais je suis assez fier de ce qu'ils sont devenus. Et c'est vrai que je les taquinais un peu quand ils étaient enfants. Je leur disais, vous savez, voilà, je vous aime tout naturellement parce que vous êtes mes enfants. Mais je vous aimerais d'autant plus si vous réussissez à accomplir quelque chose dans votre vie, à être bien dans votre peau, etc. Et donc aujourd'hui, je peux dire en effet que je suis fier d'eux. Je suis fier du parcours qu'ils sont en train et de la vie qu'ils sont en train de construire. Et en tant que père, ma principale fierté, c'est de voir qu'ils sont plutôt bien dans leur peau et que l'éducation que je leur ai donnée leur a donné des ailes. Il y avait un film dans lequel je les avais mis aussi quand ils étaient gosses. C'était « Va, vis et deviens ». Et c'est un slogan familial que je répète souvent et que je leur ai rabâché en leur disant toujours va, vis et deviens. Et c'est vrai que je dis souvent qu'on a le métier de parent et le métier de père est un métier un peu schizophrène parce qu'on aimerait bien les garder avec soi. On aimerait bien aussi pouvoir continuer à jouer mieux qu'eux au tennis, à mieux skier, à mieux jouer au polo qu'eux, voilà, à garder le père l'image du père sur un piédestal. Et en fait, le rôle du père, c'est justement faire en sorte que votre fils vous déloge de ce piédestal et fasse beaucoup mieux que vous. Et donc, c'est tout ce que je leur souhaite. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.